la responsabilité et la réindustrialisation responsable. Donc, eh bien, Olivier, je te laisse le soin de présenter les invités et le sujet. Micro, voilà, c'est mieux comme ça. Olivier Luancy, donc je travaille chez PwC où je m'occupe de politique industrielle. On a une conviction très forte qui est qu'on refera de l'industrie en France à condition qu'il y ait une demande. Ou si je le dis autrement, on réindustrialise pas pour réindustrialiser, on relocalise pas pour relocaliser, on fait de l'industrie, on produit pour répondre à une demande parce qu'on est dans un marché et que le point clé en fait de notre développement industriel, c'est de stimuler cette demande. Ce qu'on oublie souvent. Et je voulais montrer quelques exemples où on a ce binôme entre un acheteur et un fournisseur et qui trouve une équation économique, une équation de valeur pour être capable de continuer à produire en France et même à développer un outil productif en France. Alors on peut en faire des grandes théories, des grands discours, ça on les a maintenant tous entendus. Ce qui me semble important, c'est qu'on ait quelques exemples concrets pour voir comment ça marche dans la vie réelle, quelles sont les clés qui sont utilisées pour rendre cette demande de biens français qui a de la valeur par rapport à de l'importation. Alors on va faire trois cas d'études. 2 dans le privé, 1 dans le public pour démontrer que ça marche aussi sur l'achat public. Et le premier, je vais laisser les intervenants se présenter. On est dans l'outillage industriel avec le groupe SAM et puis son distributeur. Je vous laisse vous présenter et puis je lancerai une série de questions. Eh bien, bonjour, je m'appelle Franck Vicente, je suis responsable du développement de l'innovation chez SAM Outillage, qui est un fabricant français basé à Saint-Étienne d'outillage à main et qui travaille avec, entre autres, le distributeur Boulan, qui se trouve à ma gauche. Bonjour, Thierry Hayem, dirigeant de la société DPM Boulan. Nous sommes distributeurs de solutions d'outillage et d'accessoires de machines-outils. Nous sommes 100% dans le B2B et j'allais dire fournisseurs de rang 1 d'une grande partie des grands comptes industriels français. Et nous travaillons avec Sam. Alors je ne dirais pas qu'on est des amis de 30 ans, mais nous sommes un couple depuis beaucoup plus de 20 ans maintenant et qui marche bien. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors la première question que j'ai envie de vous poser pour qu'on comprenne un peu dans quelle chaîne de valeur vous vous insérez, quel est le rôle du distributeur? Parce qu'en industrie, de temps en temps, on a des distributeurs, mais on se dit si je le chante, je gagne un peu de valeur ajoutée. Voilà, vous connaissez le discours. Donc pourquoi est-ce que dans votre univers, le distributeur a cette valeur-là et quel est son rôle? Je vais commencer, je vais presser pour ma paroisse. Mais en l'occurrence, nous, on se considère comme le bras armé du fabricant, et tant qu'à faire du fabricant français. On est l'œil et l'oreille du marché. J'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes 2, ils sont 1000, on essaye de les encercler et c'est pas simple. Donc en fait, SAM se repose sur une pléiade de distributeurs choisis qui va pouvoir remonter les informations des utilisateurs et des industriels et les besoins réels qui sont leur quotidien. C'est exactement ça, dans le sens que nous, en tant que fabricants, on va avoir une force commerciale limitée, bien que très efficiente. Mais les fournisseurs tels que Boulan sur Paris va être en permanence chez le client et en permanence avec l'utilisateur qui va utiliser notre outillage. Donc il va nous remonter le besoin du marché, les bienfaits de nos outillages ou les défauts. Et s'il y a un défaut, on peut corriger immédiatement. Et c'est là où intervient ce couple industriel-fabricant, distributeur-fabricant qui est très important. Parce qu'imaginons que Boulan achète des choses du côté de Taïwan ou au Grand Est. Le temps qu'il ait une réponse, il va lui falloir surmonter le décalage horaire. Alors que nous, dans la minute, il va nous dire, voilà, Franck, j'ai un problème sur un distributeur automatique, qu'est-ce que tu peux faire? Donc je vais mettre en branle la hotline qui va pouvoir lui répondre et prendre en main. Ce qui veut dire que le grand compte, en finale, ne va pas avoir 8 heures d'arrêt ou 12 heures d'arrêt, il va avoir 1 heure ou 2 heures d'arrêt. Donc on va remonter de la productivité. Et c'est là où ce couple distributeur-fabricant est des plus intéressants.
D'accord. Je voudrais revenir sur un des rôles du distributeur quand on avait préparé cet échange, parce que ça, c'est important. Vous vendez une solution, vous l'avez dit tout à l'heure, cette capacité, je dirais, de faire de la valeur autour d'un outillage pour le client final. Et ça me paraît clé dans nos logiques justement de bascule. On n'achète pas simplement un objet, mais on achète une solution. Vous pouvez illustrer un petit peu ? Je raconte toujours cette anecdote qui remonte au milieu des années 2000, où fournisseur de grands comptes automobiles français, un de mes acheteurs m'avait dit, vous savez, monsieur Hayem, à la fin de l'année, mon bonus, il va dépendre du nombre de lignes de produits low cost que j'aurai dans mon panel. Et là, je me suis dit, c'est plus mon métier. C'est quelque chose il y aura toujours plus low cost que le low cost. Donc il va falloir que je change, ou en tout cas que j'évolue dans ma stratégie auprès de ces grands comptes. Et à partir de là, on s'est dit, on ne va plus vendre un outil qui a un prix, mais on va plutôt vendre un coût d'utilisation de l'outil et la meilleure manière de l'utiliser pour qu'il soit performant. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a redéveloppé toute notre stratégie, ce qui nous a permis de rester présent et surtout de répondre aujourd'hui à une solution de sécurité. Aujourd'hui, on ne vend pas seulement un outil, on vend une sécurité pour notre client. La sécurité d'un approvisionnement rassuré, la sécurité d'une solution globale, la sécurité qu'il atteindra ses objectifs avec la solution qu'on lui propose. Donc le coût de l'outil devient accessoire par rapport à ce qu'on leur apporte. Alors dans ce cadre-là, il y avait un exemple qui m'a bien amusé dans cette préparation et que j'aimerais que vous proposiez, c'est les clés à pipe. Clé à pipe, c'est un objet assez simple, en tous les cas tel qu'on l'imagine. Et vous avez, par ce partenariat-là, permis de maintenir la production de cet outillage en France. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est fait et pourquoi ça ne s'est pas délocalisé à l'Est, je dirais, ou Grand Est ? Eh ben, ça, c'est typiquement le genre d'objet que personne ne pense. Une clé à pipe, c'est un bout de métal. Non, il y a beaucoup de technologie dedans. Les aciers sont spéciaux, les traitements thermiques sont spéciaux, les formes dessipants sont spéciales. En fait, une clé à pipe, c'est beaucoup de technologie. Alors, on avait le choix, soit on donne tout, pour les citer, en Chine avec toutes nos solutions, et on est sûr de jamais revoir les choses, soit on garde tout cela et on commence à automatiser et on investit dans des machines, et c'est le cas chez Sam, on a investi 600 000 € dans des machines-outils qui nous permettent de produire énormément de clés avec une grande flexibilité. On ne fait pas que de la clé de 13. On va faire de la clé de 8 jusqu'à 24 et on va appliquer tous les traitements thermiques. C'est toute une chaîne, si vous voulez, de valeur ajoutée qu'on va additionner pour garder ces clés en France et de permettre de livrer en temps et en heure des caisses à outils complètes, des jeux de clés complètes à nos distributeurs. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on prévoit de gagner de l'argent et de regagner des parts de marché et de ne plus être dépendant de marchés taïwanais ou chinois. Donc là, c'est typiquement un outil sur lequel on a calculé les quantités qu'on pourrait vendre et les quantités qu'on peut industrialiser chez nous. Alors vous voyez, j'ai parlé de la clé de 8 jusqu'à 24. Ce qui veut dire que toutes les autres petites clés, on se pose la question de les fabriquer ou pas chez nous. Il n'y a pas de valeur ajoutée et on est face à des gens qui fabriquent 1 million de clés par jour. Il ne faut pas lutter là. Il faut lutter sur des choses où on a de la valeur ajoutée, on a de la science et on a un savoir-faire qu'il faut garder chez nous et à des prix qui conviennent à nos distributeurs. Il ne s'agit pas d'être au double du prix, il s'agit d'être au juste prix. Alors justement, la question, c'est que vous avez commencé à aborder le sujet. Dans votre métier, avec cette logique de valeur ajoutée, de solution, est-ce qu'on peut relocaliser ? Il y a des choses qui sont parties. Est-ce qu'on peut les faire revenir ? Est-ce qu'on peut tout protéger ? Est-ce que tout est relocalisable ? Comment vous voyez le développement ? Alors, donc moi, j'ai été engagé chez Sam pour aider à la transformation de l'entreprise. Nous sommes des forgerons depuis 100 ans et en 2025, on veut être leader des outils connectés 4.0. Et là, donc, la valeur ajoutée, elle est sur le traitement de données. Elle est sur les puces RFID, sur les réseaux 5G, etc., etc. Et là, notre transformation, elle est de garder ce que nous avons
industrialisés en France et de préparer 2025 et 2030. Ça veut dire que notre usine doit se transformer, ça veut dire que la formation de notre personnel doit aussi être accompagnée parce qu'on est en train de souder des fils sur des clés dynanométriques. On n'est pas en train de forger à 1100 degrés des choses, donc on change de métier. Il faut accompagner les gens, recruter des nouveaux talents. Et pour recruter des nouveaux talents, il faut être, entre guillemets, une entreprise désirable. Ça veut dire qu'il faut que notre usine, elle puisse produire les outils de demain. Et c'est pour cela que chez Sam Outillage, on a regardé toutes nos valeurs ajoutées et vers quoi tend le marché. Et on est en train de s'orienter, ça prend du temps, on compte à peu près 5 ans, vers des outils 4.0, tout en gardant nos outils traditionnels. Alors les outils connectés, pour la sécurité, on y reviendra. Je continue sur ma question. Ce qui est parti, on est capable de le faire revenir, parce que ce que vous nous dites, c'est la future génération, je la prépare pour qu'elle soit faite en France. Mais ce qui est parti, on peut le faire revenir, ou il y a des choses, je dirais, les grandes séries, etc. Alors, Monsieur Hayem ? Oui, moi, ce que je peux dire, qu'il y a des choses qui sont parties et qu'on ne pourra pas relocaliser. Il y a des grandes industries qui ont fait des choix il y a 25 ans de délocaliser leur production. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut se battre. Je pense qu'il faut, là où il faut se battre aujourd'hui, c'est éviter d'en faire partir d'autres. Et je pense que ce qui est fait depuis quelques années, soit dans les aides aux investissements, soit dans la capacité à garder la production en France, va dans le bon sens. Quant à faire revenir, il y en aura qui reviendront à partir du moment où ils seront sur des stratégies, comme le disait Franck, de 4.0. Mais il y a des volumétries qu'on ne retrouvera peut-être pas, c'est sûr. Ça, faut pas rêver. Mais en l'occurrence, on peut dire que depuis 3, 4, 5 ans, on ne perd plus. Et ça, c'est déjà important. Quand on a passé 20 ans à perdre, beaucoup dans l'industrie, ne plus perdre, c'est déjà beaucoup. Alors, on a parlé des solutions que vous avez créées aujourd'hui, puis on a commencé à esquisser celles de demain. Juste pour imaginer l'outillage de demain, on en a parlé dans la préparation. Non, la puce RFID qui permet de localiser le tournevis, qu'on va donc pas oublier dans le moteur d'avion. Voilà, ce type de solution, c'est celle de demain. Vous nous expliquez un petit peu dans votre métier comment vous voyez les choses, parce que ça, ce sera peut-être fait en France. C'est là où, si vous voulez, on se déconnecte du prix de l'outil. À un moment, aujourd'hui dans la réparation aéronautique, vous trifouillez dans le moteur d'un avion, vous avez des outils, des embouts qui font 25 mm de long, et puis il vous arrive de perdre un outil dans le moteur. Généralement, il n'aime pas ça. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille avec Sam Outillage sur des solutions de détection de l'outil. Soit lorsque le compagnon va ranger ses outils, il lui dit « tiens, il m'en manque un, il me manque un tournevis ». Donc on a des servantes qui sont connectées et qui vous disent « attends, il manque un tournevis là ». Donc le compagnon peut se dire « tiens, je l'ai perdu, où est-ce que j'ai travaillé aujourd'hui ? Je vais aller chercher dans l'environnement ». Ou deuxième chose, on arrive même, avec ces technologies-là, à retrouver l'outil, précisément parce qu'on arrive à le géolocaliser, quasiment. Et c'est là où, comme je disais, on vend de la sécurité et de la sûreté et on ne vend plus un outil. Vous imaginez bien que par rapport à un moteur d'avion qui va pouvoir avoir un problème à son prochain vol, le coût d'un tournevis ou le coût d'un embout, c'est epsilon. Et c'est là où on relocalise. Et c'est des choses, par exemple en maintenance avion, où il y a eu des tendances à se délocaliser dans des pays low cost. Et c'est des choses qu'on garde et qu'on a tendance à relocaliser parce que on apporte des solutions globales à valeur ajoutée où le prix de l'outil finalement devient epsilon par rapport à tout ce qu'on peut amener. Voilà, c'était un exemple. Alors je vous pose la dernière question qui est, mais finalement, ce partenariat que vous avez, c'est un modèle économique ou c'est un état d'esprit ? Vous avez le droit de répondre les deux, vous avez le droit de répondre aucun. Voilà, je vais prendre... Je pense que c'est une volonté, donc c'est un état d'esprit. Pour moi, ne pas externaliser les choses ou faire partir les choses, c'est les emplois de nos enfants. C'est mon emploi, les emplois de nos enfants, c'est la continuité de la France. Donc je le porte en moi depuis des années, c'est un état d'esprit. Après, il ne faut pas le faire à tout prix et n'importe comment. Ça se réfléchit. Et en France, on sait réfléchir.
Pas mieux, je dirais que, en effet, c'est un état d'esprit et c'est surtout une volonté commune de répondre du mieux possible aux besoins des industriels. Donc, véritablement, je crois que c'est un état d'esprit, oui, véritablement. Économiquement, ça marche bien aussi. Hein. Il faut que ça marche, sinon ça tient pas. Sinon, ça passerait pas. Ok, super pour ce témoignage. Hein. Moi, j'en retiens le rôle du distributeur comme assembleur d'une solution qui permet d'enrichir une offre. La capacité, grâce aux solutions aujourd'hui, de limiter la délocalisation, de l'arrêter. Et puis cet état d'esprit de se dire que demain, en allant plus loin avec la solution, et notamment le 4.0, etc., trouver d'autres, je dirais, champs de valeur qui font que finalement le prix de l'outillage, qui soit 20 ou 30% plus cher produit en France ou en Asie, disparaît par rapport à la valeur qu'apporte l'objet connecté au client final. Merci beaucoup. C'était un premier témoignage. Je vous propose de les applaudir sur... Alors, quand on parle d'achat responsable, il y a tout de suite, oui, mais que fait l'État ? Que fait l'État ? Parce que l'État achète beaucoup. Et est-ce que l'État est capable d'acheter, je vais dire intelligemment, j'en suis sûr, mais de manière à favoriser, à développer la production française ? Et on a tous en tête ce qui s'est passé avec les masques pendant la crise. Il y en avait plus du tout, plus disponibles, où on s'échangeait ça sur les tarmacs en Chine, à coup peut-être de billets d'une certaine façon. Et puis tout d'un coup, il y a des ateliers qui ont émergé de partout. Et puis après, l'État est revenu sur une logique budgétaire. Et on a un certain nombre d'ateliers. Ce que je dis est dans la presse. Je dirais c'est des choses publiques, peut-être fausses, mais en tous les cas, c'est l'image qu'on en a. Et les ateliers qui ont été montés dans un certain nombre de territoires ont mis la clé sous la porte, ce qui n'est quand même pas un très très bel exemple ou une très belle histoire d'achat public. Et là, je voudrais vous en présenter une qui est belle, qui est intelligente à mon point de vue, et qui démontre que c'est possible quand on y met un peu de soi et un peu de jus de cerveau. Voilà, je vous laisse vous présenter et de présenter le projet que vous avez en commun. Puis après, je poserai un certain nombre de questions. Bonjour, je suis Gérald Delisle, directeur général de Call Me Open, fabricant de masques également. Et fabricant de masques depuis 1974. Contre vents et marées, on a résisté à l'invasion jaune ces 40 dernières années. Et on a lancé, avec Reza et les autorités françaises, un projet qui s'appelle le projet Manicare, qui est de réindustrialiser en France la production de gants nitriles jetables pour les établissements de santé notamment. Vous pouvez préciser ce que c'est que ce gant, parce que je sais que moi, j'ai pas tout à fait compris. Gants chirurgicaux, gants... Voilà, c'est juste pour nous tous. C'est un gant d'examen. Ce n'est pas le gant qui est dans le bloc opératoire, c'est le gant qui est utilisé dans tout le reste de l'hôpital en gant d'examen. Et c'est un gant en nitrile, puisqu'il a des vertus non allergisantes, à l'inverse du latex. Et puis, il a également des vertus de barrière contre les produits chimiques qui sont notamment utilisés dans tous les services oncologiques. Je vais vous présenter. Bonjour, Charles Escobar, moi je suis directeur général adjoint du RESA, le GIP RESA, donc qui est un organisme qui accompagne la mutualisation et la professionnalisation des établissements publics et privés non lucratifs. Le micro bien. Le micro, là c'est mieux ? D'accord. Voilà. Donc le RESA, groupement d'intérêt public, qui est un organisme qui a été fondé par les hôpitaux et établissements sociaux et médico-sociaux, qui vise à accompagner la mutualisation et la professionnalisation des achats. Donc on a deux activités, une activité de centrale d'achat et une activité de formation, de conseil au niveau des établissements. Voilà. Alors, pour les hôpitaux français publics, il y a en fait deux centrales d'achat, si je ne me trompe pas, vous et puis Uniachat. Et vous avez monté un projet en commun, justement, pour acheter pour les hôpitaux français ces gants. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Mais d'abord, pourquoi vous êtes mis ensemble avec votre cousin, mais qui doit de temps en temps être votre concurrent d'une certaine façon ? Ah oui, c'est de temps en temps notre concurrent, mais on a les mêmes actionnaires, les hôpitaux publics, donc on peut faire de la coopétition. En fait, pendant la crise sanitaire, en plein pic de crise, il y a eu des pénuries énormes sur beaucoup d'équipements de protection individuelle. Donc on a parlé des masques, mais il y a évidemment eu aussi les gants, les surblouses, les blouses. Et à un moment donné, le marché était tellement erratique qu'on s'est dit qu'on allait joindre nos forces d'achat à tous les deux, joindre aussi nos compétences, nos expertises, pour pouvoir un peu mieux peser sur le marché, sécuriser aussi des approvisionnements. Et donc on a créé un consortium qui s'appelle Réuni, RESA et Uniachat.
Et sur toute l'année 2020, enfin à partir du mois d'avril-mai, on a pris des prises de position importantes. On a fait des prises de position importantes sur les marchés, notamment internationaux, pour être en capacité d'amener des millions de gants, de blouses, de surblouses, les masques un petit peu plus tard, puisque c'était réquisitionné à ce moment-là, et donc accompagner les établissements dans leurs approvisionnements. Alors sur ces gants, vous avez fait un appel d'offres public qui suit le code des marchés publics avec toutes ces contraintes, un peu particulier. Vous pouvez nous en donner les grandes caractéristiques et là où il a été innovant dans la démarche? Oui, donc une fois qu'on a eu passé quand même le pic de la crise, on s'est réunis avec nos collègues d'UniAchat pour dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour sécuriser aussi les approvisionnements dans l'avenir. Et en concertation avec la Direction générale des entreprises, évidemment le ministère de la Santé, on a trouvé la possibilité de lancer un appel d'offres qui visait à acquérir des gants en nitrile. Le besoin était fort. Donc oui, on a utilisé le code de la commande publique, on y est soumis, donc on n'allait pas s'en affranchir. Et on a été plutôt innovant puisqu'on a utilisé notamment une disposition qui permet, pour sécuriser les approvisionnements, de demander à ce que le titulaire place ses antennes de production en Europe. Donc quand on sait que ces gants n'étaient pas vraiment produits en Europe, même pas du tout, c'était une première façon de faire. Donc ça, c'est une clause importante. Et puis par ailleurs, on a beaucoup insisté dans le cadre de l'appel d'offres sur les considérations environnementales, sur les considérations sociales, qui ont permis aussi de développer des offres particulièrement attractives, dont évidemment celle présentée par l'entreprise de M. Eliez. Alors, il y a aussi le fait, donc vous avez dit, on a le droit de faire des appels d'offres publics en disant qu'on veut un fournisseur en Europe, c'est autorisé. J'ai compris aussi qu'on avait le droit de dire que les matières premières seraient en Europe, seraient sourcées en Europe. Oui, on a le droit de sécuriser aussi les matières premières, pour peu qu'il y ait une offre qui soit capable de répondre. Mais oui, en fait, c'est une disposition qui à ma connaissance, n'avait pas été utilisée jusqu'à présent, sauf dans les domaines de la défense pour des raisons qu'on comprend aisément, mais qui visait à permettre de sécuriser ces approvisionnements-là. Et puis, autre innovation que vous avez mis dedans, c'est qu'entre le moment où le contrat est signé, la première livraison, vous avez mis 1 an, ce qui laisse au bénéficiaire, enfin au titulaire du contrat, le temps de monter son usine. Un peu plus. Un peu plus d'1 an, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Après, il y a le principe de réalité. Exactement, parce que en fait, nous, on va acheter des gants, on n'achète pas des usines, mais en fait, c'est un peu comme une VFA. C'est-à-dire, à un moment donné, on a un cahier des charges techniques du gant, et il faudra qu'à la sortie de l'usine, le gant corresponde à ces descriptifs techniques-là. Et donc, en fonction de ça, on a dit, notre besoin, on l'estime, pourra pourvoir jusqu'à 2023. Mais en 2023, on veut pouvoir avoir ces approvisionnements-là. Donc oui, c'était innovant. Donc Monsieur Eliez, vous êtes le bénéficiaire de ce contrat. Qu'est-ce que ça va... Enfin, concrètement, ça donne quoi? Ça donne une nouvelle usine, des nouveaux emplois? Enfin, voilà. Je vous laisse réagir peut-être sur le cadre aussi, mais qu'est-ce que ça donne en termes d'activité? Alors en termes d'investissement, d'abord, c'est un investissement qui est supérieur à 50 millions d'euros, bien supérieur même, avec les contraintes liées aux matières premières actuelles. Et concrètement, ce sont 4 premières lignes qu'on va commencer à installer cet été dans cette usine qui est en construction actuellement. On vient de déposer les premiers pylônes. La charpente est déposée la semaine prochaine. Et ces 4 premières lignes vont nous permettre d'employer 175 personnes en Sarthe, dans une zone qui était une ancienne friche industrielle, qui était une ancienne papeterie. Il faut savoir que l'industrie de ce type de gants utilise beaucoup d'eau et la qualité de l'eau est importante, en amont et en aval évidemment. Donc c'est la raison principale pourquoi on s'est installé ici, la qualité de l'eau et son abondance. Et puis le programme prévoit également un nouvel investissement fin 2023, enfin en tous les cas un choix stratégique qui va compléter cet investissement avec 4 nouvelles lignes identiques aux 4 premières, ou, et c'est plutôt vers ça qu'on s'oriente, des produits à plus forte valeur ajoutée pour l'industrie et pour la pharma également. Ce que je retiens de cette première partie de notre échange, c'est que même avec le code des marchés publics, dont tout le monde dit qu'il y a beaucoup de contraintes, on peut accompagner de la relocalisation productive.
Alors il faut utiliser des dispositifs un peu innovants, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qui peuvent faire un peu peur parce que les acheteurs publics, je vous le rappelle, sont en théorie responsables sur leurs deniers personnels s'ils font des bêtises. Et en prison. Et en prison avec une responsabilité pénale. Je crois qu'on est le seul pays européen en ayant une responsabilité pénale sur les acheteurs publics. Donc vous comprenez qu'ils n'ont pas envie de sortir du chemin battu et que ça demande un peu de courage de le faire. Mais si on le fait, voilà ce que ça donne. Et donc on peut réinvestir, là sur cet exemple-là, 50 millions d'euros, 175 emplois nouveaux sur un site qui était en train de devenir une friche industrielle. Question suivante, c'est ce que vous avez fait là pour les gants. On peut le faire pour d'autres choses finalement. Et vous avez envie d'aller plus loin ? En ce qui concerne le RESA et donc Uniachat, donc dans le cadre de Réunis, oui, bien sûr. Enfin, c'est un choix aussi stratégique des deux structures. Et dans notre objet, il y a aussi l'accompagnement aux politiques publiques. Donc forcément, on souhaite pouvoir être partie prenante à ces mouvements de réindustrialisation, dans la mesure où évidemment ceci serait viable, dans la mesure où il y a la qualité qui est présente, parce qu'in fine, au bout de la chaîne, il y a des personnels de santé et accessoirement quand même des patients. Mais bien entendu qu'on souhaite aller dans ce mouvement-là. Et vous, Monsieur Eliès, il y a des catégories de produits sur lesquels, si jamais il y avait un appel d'offres un peu similaire, vous seriez partant pour répondre. Alors vous serez en concurrence, bien entendu, hein, mais... Alors, on va d'abord commencer à apprendre à réindustrialiser ces gants en France. C'est une industrie qui a disparu il y a 25 ans. Les écoles d'ingénieurs ne forment plus d'ingénieurs de nitrile liquide. On est en train de recréer un module avec l'IFOCA, qui est l'école française qui forme tous les ingénieurs du monde du caoutchouc, qui vont le plus souvent chez Michelin ou dans cette industrie. Vous disiez que c'est possible de réaliser ce beau projet. C'est aussi beaucoup d'énergie de la part du RESA, de la part du ministère de la Santé. Et c'est aussi, je pense, très porté par la période Covid qu'on a vécue ces deux dernières années. Moi, l'idée de réindustrialiser des gants en France, je l'ai eue il y a 10 ans. Mais il n'y avait pas cette volonté politique, il n'y avait pas les différents murs que toutes les organisations ont vécu pendant la crise, avec des masques qui étaient manquants. Nous, on était les derniers industriels français à faire du masque médical. Évidemment, on n'était pas suffisant. On a vu également les produits qui arrivaient d'Asie, qui a profité honteusement de la situation en multipliant ses prix par 8 à 15. Bon, voilà, ça a réveillé un peu les énergies. Et maintenant que ce projet est lancé, qu'il est porté par RESA, par l'État, par la région et par la DGE, voilà, il y a une dynamique. Mais sans cette étincelle du Covid, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Alors, il y a un exemple que je voudrais partager qu'on a eu là dans la préparation. Là, on a parlé des gants qu'on utilise dans les hôpitaux en dehors du bloc chirurgical. Les gants chirurgicaux, ce que vous m'avez dit, vous me le confirmerez, 85% des gants chirurgicaux du monde viennent d'un seul pays, la Malaisie. Et donc, si les autorités politiques décidaient un jour, pour une raison, en se levant du mauvais pied, il peut y avoir de bonnes ou de mauvaises raisons derrière, de limiter ça, ça veut dire que pratiquement du jour au lendemain, je ne sais pas combien il y a de stock, mais en fait, nous serions dans l'incapacité de faire fonctionner nos hôpitaux. Voilà. Je donne juste cet exemple, parce qu'on parle souvent de dépendance théorique. Là, on parle de quelque chose de très concret, parce que, bon, on a de la chance, on n'a pas de chance, mais on risque peut-être de passer, nous ou nos proches, dans un bloc chirurgical. Juste savoir ce type d'épée de Damoclès qu'on peut avoir. Ce sera peut-être un prochain sujet pour vous. Ce sera peut-être le sujet de la phase 2. Voilà. Et une question qui se pose souvent quand on fait des opérations comme ça, là vous l'avez fait sur un périmètre France, mais le bon périmètre économique pour vous, c'est France ou c'est Europe sur vos métiers finalement? Est-ce qu'il faudrait une usine de fabrication de gants chirurgicaux ou de gants comme ceux-là en Europe pour livrer le marché européen? Ou bien il y en a un par pays où on risque de faire des redondances et des bêtises en ayant des approches trop nationales? Alors, il faut éviter de recréer ce qui a été créé pour les masques, où, comme vous le disiez, de très nombreuses sociétés, par opportunisme ou de façon très sérieuse, se sont lancées dans le masque et ont quelques déconvenues aujourd'hui.
Nous, on a en tout cas l'ambition d'exporter nos productions sur tous les pays européens. Et je pense qu'il ne faut pas multiplier par 26 le projet Manicare. C'est un projet qui est périn dans chaque pays quand il est porté localement. Mais c'est aussi un projet qui est périn sur toute l'Europe quand il va vers des produits à plus de forte valeur ajoutée. Le gant d'examen n'est pas un produit à forte valeur ajoutée. Le gant qu'on va fabriquer pour les services oncologie a plus de valeur. Vous parliez d'équation de valeur. Ce n'est pas uniquement l'équation de valeur économique qui est dans ce beau projet. C'est 175 personnes dans la phase 1, 300 dans la phase 2. C'est aussi des choix industriels qui font qu'on ne va pas utiliser de chlore dans notre usine, alors que toutes les usines d'Asie du Sud-Est utilisent du chlore. On va respecter l'homme au travail, alors qu'en Asie, c'est souvent en Malaisie, des Népalais à qui on vole le passeport qui fabriquent ces gants-là. Enfin voilà, c'est le respect de l'environnement avec une eau qu'on va prendre dans la Bray, une rivière de la Sarthe, et rejeter sans zinc et en respectant toutes les règles, alors que c'est différent ailleurs. Voilà, c'est l'ensemble de ces éléments et l'équation de valeur, elle est ici. Dernière question, vous pourrez compléter sur ce point-là, mais finalement, quelles sont les conditions de succès d'un tel projet ? Vous avez parlé de l'étincelle, mais on est sur des projets industriels, donc il faut que l'étincelle, elle dure dans le temps pour que vous ayez votre rentabilité et que tout le monde s'y retrouve. Juste pour compléter ce que disait M. Lied, nous on fait partie d'un réseau de centrales d'achat européennes dédié au secteur de la santé. On a tous affronté le Covid et on est tombé d'accord sur une chose, c'est qu'il faut de la coordination à un moment donné dans les politiques industrielles. Donc je souscris à 200% ce que vient de dire M. Lied, c'est-à-dire qu'il ne faut pas recréer localement cette petite usine, sinon ça va se cannibaliser. Sur les conditions de succès, il faut qu'il y ait donc l'étincelle, mais il faut que le feu il soit un petit peu entretenu dans la durée. Il y a un besoin aussi de soutien de la part, notamment pour le secteur dans lequel j'évolue, des pouvoirs publics, dans la durée, que ce soit une politique qui soit accompagnée dans la durée pour permettre, ne serait-ce qu'aux hôpitaux, de ne pas avoir des choix à faire, parce qu'on se doute bien que les coûts sont un petit peu supérieurs à ce qu'on achetait il y a quelques temps, avec une demande assez forte de faire des économies intelligentes. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse soutenir ça dans la durée, il faut que les hôpitaux puissent le faire, et donc ça passe aussi par un dialogue avec l'État, une capacité de l'État à accompagner ça dans la durée. Alors je leur dis avec mes mots, parce que vous, c'est vos patrons. Globalement, il faut que l'effort et le soutien de la DGS, du ministère de la Santé, ne soit pas un petit feu de paille au moment de la crise, mais soit bien dans la durée, pour que les temps industriels soient aussi les temps des politiques qui vont avec, ou les temps des politiques qui vont avec soient aussi les temps industriels. Je vous remercie. C'était un deuxième témoignage qui démontre que dans la commande publique aussi, on peut faire des achats responsables et amener de la relocalisation. Je vais demander au troisième binôme de nous rejoindre. Alors on a eu un sujet, le premier sujet était plutôt sur comment on fait des solutions. Il y avait une partie innovation, naturellement. Le deuxième, c'était la commande publique. Et le troisième est plutôt orienté, je dirais, sur innovation et industrialisation. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Jean-Louis Barrage, je suis le directeur achat du groupe Eiffage. Voilà, donc très engagé dans les achats depuis longtemps. D'abord dans l'univers de l'industrie lourde, l'industrie électrique, et puis maintenant dans la construction. Bonjour, je suis César Hulin. Je suis un entrepreneur nordique. J'ai créé ma société en 1997. Ça ne me rajeunit pas. C'est un groupe de 130 personnes qui développe à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé. Et on est sur 3 secteurs d'activité. Norfilm, qui fait du film d'extrusion. Dipac, qui fait en fait de la literie haut de gamme et qui fait également en fait de l'emballage. Nous sommes une entreprise familiale. J'ai intégré mes enfants. Je dirais une entreprise familiale paternaliste. Un mot qui est démodé aujourd'hui, mais qui a beaucoup de sens pour moi. Voilà. Alors, vous collaborez aujourd'hui dans un contexte, je pense que ça vaut le coup qu'on passe une minute à l'expliquer, c'est que la maison, le bâtiment de demain ne sera pas celui qu'on a connu.
il y a un enjeu de prix, il y a un enjeu de personnalisation, et donc des groupes comme Eiffage sont soumis à un défi d'innovation sur le sujet. Tu peux nous en dire un mot, Jean-Luc ? Oui, oui, on comprend effectivement qu'il y a des attentes qui sont assez nouvelles, assez importantes. Et aujourd'hui, on a à répondre à des enjeux de construction, de coûts économiques extrêmement tendus et en même temps une personnalisation très forte effectivement de ce qu'on livre. Et pour ça, un des enjeux aujourd'hui, c'est entre guillemets l'industrialisation du bâtiment. Et cette industrialisation, elle passe notamment par de la préfabrication. Alors évidemment, on est très loin de la préfabrication qu'on a tous en tête, celle des années 60 ou des années 50 et qui ont produit beaucoup de HLM standards, mal isolés, etc. On n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est-à-dire que cette préfabrication, à l'image même de l'automobile, elle doit permettre d'avoir des véhicules, des appartements, des constructions, de laisser une certaine liberté aux architectes et même une grande liberté de produire quelque chose et un trait original. Et dans ce contexte, pourquoi est-ce que tu es allé chercher Monsieur Hulin ? Qu'est-ce qui t'apporte dans ce contexte ? Une petite société, excusez-moi le petit, pas le terme parce que c'est déjà pas mal, c'est un groupe, mais une société familiale. Pour un grand groupe comme Eiffage, c'est une contractualisation qui est pas... Enfin, c'est pas les mêmes natures, c'est pas les mêmes langages, les mêmes codes que vous utilisez normalement. Non, mais... je crois que ce qui m'a porté moi à ça, c'est que c'était compliqué. C'est compliqué. Le conceptuel, il est assez simple et je suis sûr que vous l'imaginez assez bien. Le problème, c'est qu'il faut avoir une capacité de réalisation assez forte et une capacité d'industrialisation aussi rapide. Et ce que je connaissais, moi, de l'entreprise de César Hulin, c'était qu'elle avait cette capacité de répondre à cette sollicitation. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que par une compréhension du besoin et puis par l'exigence qu'il y a déjà dans l'industrialisation. Oui, moi je dirais qu'en fait, ce qu'ils sont venus chercher, c'est de l'agilité, de la vitesse de décision aussi, parce qu'une petite entreprise peut décider rapidement des investissements importants. Une mise en œuvre rapide également, parce que c'est bien d'avoir un projet, mais il faut le réaliser rapidement. Un grand groupe comme Eiffage peut perdre beaucoup de temps à convaincre autour de lui. Donc nous, à travers nos métiers, nos machines, on a cette capacité de mise en œuvre rapide. Ensuite, je dirais, pour réussir tout cela, bien sûr, un groupe comme Eiffage demande des standards de qualité, des standards de sécurité et bien sûr des standards environnementaux nécessaires. Ça, on est obligé de se plier à ça. Moi, je dirais aussi, pour réussir un partenariat, il faut instaurer surtout une confiance. C'est une relation, en fait, d'hommes. Et on ne met peut-être pas assez ça en avant. Et pour instaurer une relation de confiance, il faut apprendre à se connaître. C'est pas simple. Il faut aussi du temps. Donc, on a fait plusieurs projets ensemble. Je pense que c'est aussi... on connaît les défauts et les qualités de l'un et de l'autre. Et ça, je pense que c'est important. Ensuite, je dirais qu'un projet qui doit se réussir, qui réussit, c'est pas un projet où on doit se battre sur la paternité du projet. C'est-à-dire on réussit ensemble ou on échoue ensemble. C'est pas une entreprise qui est plus en avant qu'une autre. Je pense que voilà, on réussit ensemble ou on échoue ensemble. Jean-Luc, un peu sur les conditions de succès d'un tel mariage. Alors, je ne dis pas que c'est la carpe et le lapin. Je ferai une autre citation tout à l'heure de fable. Mais quelles sont les conditions pour toi et notamment... Faut démarrer tôt. Il faut démarrer tôt parce que la condition, c'est... On ne peut pas... c'est très difficile sous la pression, sans se connaître ni d'Ève ni d'Adam, de démarrer une relation très engagée. Et en fait, moi, je considère que gérer un panel fournisseur, c'est particulièrement bien en connaître certains, quoi, pour s'assurer que le jour où on a besoin d'accélérer, on est en capacité d'accélérer. C'est-à-dire que effectivement, c'est ce que César Hulin précisait tout à l'heure, c'est que
Aujourd'hui, je ne me pose pas la question au moment où j'ai un projet à lui apporter important pour nous, de savoir s'il a des capacités industrielles, s'il répond déjà aux standards de qualité dont on a besoin ou aux standards environnementaux dont on a besoin. Il faut que ça, ce soit un préalable. Et c'est là que c'est intéressant, la relation. C'est là qu'elle s'inscrit aussi dans la durée, quoi. Alors, dans cette durée de relation que vous avez eue en préparation, tu m'avais dit que pour justement permettre au groupe de César Hulin de se développer, tu l'avais même présenté à des concurrents afin qu'ils développent son activité. Oui, on revient un petit peu sur l'histoire de la mutualisation, c'est-à-dire arriver à ce que nos partenaires, arriver à faire monter une demande qui ait une taille critique suffisante pour que le partenaire puisse se développer, réinvestir. Oui, on a eu ça en tête dès le départ, quoi. Dès le départ, que c'était bien d'être génial, il fallait avoir beaucoup d'agilité, mais il fallait avoir de la capacité. Et la capacité industrielle aujourd'hui, elle est quand même extrêmement liée au volume. Donc c'est clair que lorsqu'on a révolutionné dans un premier temps, mais c'était dans un autre métier, dans la sidérurgie, les concepts d'emballage, il fallait, pour qu'il atteigne la taille idéale, qu'il puisse servir à mes concurrents. Et donc, effectivement, j'ai servi d'ambassadeur pour aller proposer ça. Alors, évidemment, les conditions n'étaient pas les mêmes. On n'a pas acheté ensemble, on n'achetait pas exactement le même service, pas les mêmes complexes d'emballage. Mais globalement, on était en capacité les uns les autres à développer industriellement cette partie-là. Et c'était un avantage pour tout le monde. Et les conditions de succès de votre partenariat, alors... Monsieur Hulin a parlé de la confiance. Quels seraient, toi, les mots-clés qui te viendraient à l'esprit comme ça pour que ça marche, pour que d'autres grands groupes les mettent en place? Non, mais je pense que, d'abord, ils ont forcément des entreprises comme ça dans leur panel, donc on n'est pas les seuls à voir ça. Il y a eu déjà des bons exemples, je retiens celui de Sam tout à l'heure. Je crois que l'idée, c'est de se parler régulièrement et pas d'attendre les problèmes pour se parler, quoi. C'est en permanence de donner de l'information, parce que le vrai intérêt de la relation que l'on peut avoir, c'est qu'il y a de l'anticipation. Et l'anticipation, c'est parce qu'il a les portes ouvertes. César va pouvoir rencontrer des décideurs chez moi, des techniciens, et essayer d'imaginer quel serait le besoin de demain et comment il pourrait, lui, avec ses savoir-faire, créer de la valeur, quoi. C'est également de travailler à livre ouvert. Bon, c'est pas toujours facile, parce que chaque entreprise a ses secrets. Mais je crois que si on veut avancer et faire un partenariat de long terme, il est important de communiquer et de travailler à livre ouvert. Très bien. Avant que je donne un petit mot de conclusion, il y a un aspect de votre partenariat que je n'ai pas abordé, que vous souhaiteriez aborder? Non, je peux le dire, et j'entendais, je crois beaucoup, on l'a souligné, mais cette valeur relationnelle, elle est importante. Cette valeur d'écoute, de connaissance de l'entreprise. Je crois que César disait tout à l'heure, il faut connaître les défauts des uns et des autres. Oui, on a des partenaires qui ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits parce qu'à un moment donné, il y a une limite dans les risques qu'ils peuvent prendre, il y a une limite dans l'agilité, ils peuvent être attractifs sur certains points. Je crois que bien se connaître, ça c'est la clé. Et pour ça, il faut passer du temps à partager les projets stratégiques. Alors, oui, pardon, bien sûr. Je dirais aussi qu'il faut remettre un peu de l'amour, de la passion et transformer un produit. Il faut remettre de l'amour et de la passion dans nos métiers. Et c'est ce que je pense qu'on n'arrive pas à communiquer aux générations aujourd'hui. C'est ce que moi, mes parents, ou c'est ce que mes professeurs, mes enseignants m'ont communiqué. Et si on ne fait pas ça, je pense qu'on aura un gros problème. Très bien. Alors, je vais décaler parce que le mot est fort, hein, et je le partage. Il faut mettre de la passion dans ce qu'on fait. En préparant ça, et c'est le troisième exemple que je voulais vous proposer, alors je l'illustrerai en disant qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fable de La Fontaine. Et puis aussi, ça permet de déconstruire un certain nombre de schémas qu'on a dans la tête sur l'innovation. On innove avec un partenariat avec un laboratoire de recherche ou ses propres services. Puis après, on fait une spécification, on la met dans un marché, on prend le moins cher qui est souvent très éloigné et on pense qu'on a avancé comme ça. Il y a un autre mode qui s'est greffé dessus, c'est celui de la start-up. Et en fait, ce que vous nous montrez là, c'est qu'en termes d'innovation, il y a aussi la possibilité de collaboration entre des grands groupes et des PMI.
en France, avec plein de savoir-faire industriel, plein de capacités de décision. Et ce partenariat-là, grand groupe PMI, il a été un peu occulté par d'autres façons de voir l'innovation. Et je voulais qu'on l'illustre aujourd'hui. Voilà, c'est chose faite. Je vous demande de les applaudir et puis je vous remercie pour votre attention sur ces 3 exemples d'achats un peu originaux mais qui permettent de consolider notre tissu industriel. Merci beaucoup.